Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Au menu de l'actualité ce soir, le ministre de la Transformation digitale et de l'Innovation a procédé ce jeudi matin au lancement officiel de la conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information du Bénin CRSSI de l'année 2026. La rencontre est organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN et réunit divers experts autour du thème cyber-résilience des SI, l'IA pour la cybersécurité et la cybersécurité pour l'IA. Vous suivrez le compte rendu dans un instant. Ouverture également de la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ce jeudi à la faculté des sciences de la santé à Cotonou. Ce rendez-vous de 2 jours mobilise d'éminents chercheurs, experts et décideurs, collectivités locales et acteurs de la gouvernance autour du foncier, ville intelligente et développement durable. Le résumé de la cérémonie de lancement à suivre en cours d'édition. Et puis, démarré depuis le 17 juin dernier dans l'arrondissement de Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'enquête Komodo Incomodo est à l'étape de vérification foncière, une étape décisive dans le processus de lotissement et de sécurisation du foncier. Une de nos équipes était sur le terrain à suivre le constat en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, lancement officiel ce jeudi matin par le ministre de la Transformation digitale de la conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information du Bénin de l'année 2026. Elle est organisée chaque année par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN. La rencontre qui réunit divers experts est placée sous le thème cyber-résilience des SI, l'IA pour la cybersécurité et la cybersécurité pour l'IA. Elle a démarré depuis ce mercredi 24 juin à Cotonou avec le Cyberdrill et vise à renforcer la collaboration et la coordination entre la SIN et les parties prenantes impliquées dans la gouvernance et la gestion de la cybersécurité au sein des structures relevant de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État et de la politique de protection des infrastructures d'information critiques. Voici le compte rendu de Brice Menaï et Jocelyn Barriga. C'est la première conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information du Bénin, CRSI, de l'année 2026. Elle est organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN autour de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Cette conférence vise à favoriser la concertation, le partage d'expériences et l'appropriation des orientations nationales en matière de sécurité numérique. Ces dernières années, nous avons assisté à une accélération des menaces en matière de cybersécurité. Et il s'est révélé indispensable, en tout cas à l'échelle du Bénin, que des programmes ambitieux pour former, vous qui êtes en première ligne, les responsables de la sécurité des systèmes d'information, que nous vous accompagnions dans la consolidation de vos compétences, puisque vous avez déjà un socle assez intéressant. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que nous réunissions non seulement les RSSI du secteur public, mais également des RSSI du secteur privé. L'intelligence artificielle est certes une vraie opportunité, il présente des vrais leviers de défense, mais c'est également un puissant outil d'attaque. Depuis 10 ans, le Bénin a posé les fondations d'une nation numérique et se donne pour ambition de devenir un État augmenté par des technologies émergentes qui se veulent pour la plupart du temps lucides, protectrices et surtout humaines. Cette édition se veut résolument pratique. Au Bénin, et comme l'illustre cette journée, la sécurité numérique, c'est aussi des temps de réflexion pour mieux se coordonner et coordonner l'action, anticiper les défis qui se renouvellent chaque année par de nouveaux enjeux. Je veux citer la thématique de cette année, l'intelligence artificielle, les objets connectés, les infrastructures de plus en plus interdépendantes. Plusieurs panels de discussion sont prévus au cours de cette conférence. Le premier a porté sur le thème l'intelligence artificielle, nouveau pilier ou nouveau risque de la cybersécurité nationale. Eh bien, ce premier panel de discussion animé lors de cette conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information du Bénin a effectivement porté sur l'intelligence artificielle, nouveau pilier ou nouveau risque de la cybersécurité nationale. Nous nous sommes rapprochés de l'un des panélistes, Patrice Tanquinou, fondateur et directeur général de Bénin Data, IA et Solutions Web, pour en savoir davantage. Voici ses explications.
En réalité, l'IA en ce moment-ci, en tout cas, pour les responsables de systèmes de sécurité d'information, revêt en ce moment-ci une importance majeure parce qu'elle peut servir à se défendre des attaques sur les systèmes d'information, mais aussi elle peut servir à attaquer. Donc ça va dans les deux sens en réalité. Et donc je pense qu'il serait important, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir balancer notre utilisation de cette IA-là. Nous n'allons pas pouvoir faire sans, il faudra que nous l'adoptions. Parce qu'avant l'IA, il y avait des systèmes qu'on appelle en général les systèmes déterministiques. Donc ce sont des systèmes qui ont une certaine fiabilité, une certaine sécurité. Alors que les modèles IA sont des modèles probabilistiques. Donc il y a souvent une petite marge d'erreur là qui va faire que le modèle, vous pouvez soit perdre son contrôle ou soit il peut se comporter d'une façon que vous ne souhaitez pas. Donc entre défense et attaque, il faut savoir où placer, à quel niveau placer ces outils IA là. Donc voilà. Déjà, je suis très heureux d'avoir été invité. C'est tout un honneur pour nous à Benin Data. Benin Data est un cabinet conseil spécialisé en intelligence artificielle. Nous faisons de la formation. Nous avons 6 piliers fondamentaux. Donc c'est d'abord la formation, ensuite c'est la transformation digitale. Après ça, nous faisons de l'ingénierie de données, de l'ingénierie IA, et puis ensuite du développement web et mobile Accès Data. Donc cet événement-là, aujourd'hui, cette conférence à laquelle nous avons été invités, est la preuve de la pertinence de notre présence sur le territoire béninois. Et nous souhaitons vraiment inviter tous les RSI, tous les DSI également, à vraiment être engagés quand on arrive à l'intelligence artificielle. Nous n'avons plus le choix aujourd'hui que de l'adopter. Et c'est vraiment aller se former et savoir comment et quels sont les angles par rapport à ces challenges auxquels nous faisons face aujourd'hui qui vont nous permettre en fait de rester résilients. Et puis, longtemps considéré comme un métier d'avenir, le graphisme fait aujourd'hui face à une profonde mutation avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle. En quelques secondes, bien sûr, des logiciels sont désormais capables de générer des affiches, des logos, des faire-part ou encore des visuels publicitaires. Une révolution technologique qui suscite à la fois fascination et inquiétude chez les professionnels du secteur. Au Bénin, de nombreux graphistes constatent une baisse progressive des commandes et s'interrogent sur l'avenir de leur métier. Faut-il craindre alors la disparition du graphisme ou tout au contraire, voir dans l'intelligence artificielle un outil au service de la créativité? Pour comprendre les enjeux de cette transformation, nous avons questionné quelques acteurs et voici le reportage d'Iressou Boukari. Le graphisme est un métier qui allie créativité, imagination et maîtrise des outils numériques. Pendant plusieurs années, les graphistes ont été les principaux artisans de la conception des affiches publicitaires, bâches, cartes d'invitation et autres supports visuels. Mais depuis quelques années, l'arrivée de l'intelligence artificielle bouleverse les habitudes. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'activité des professionnels. Nous avons remarqué effectivement une baisse, mais aussi nous avons un certain nombre de visuels qui nous parviennent. Mais parmi ces visuels, il n'y a pas de visuels vraiment exploitables. Nous sommes tenus de tout refaire. Mais celui qui n'a pas les moyens pour pouvoir consulter un professionnel de graphisme ne peut que générer son travail avec l'IA, ce qui est beaucoup plus facile. D'accord? Mais le danger est qu'il n'a pas une identité. Pour ces professionnels, l'intelligence artificielle ne peut remplacer totalement l'expertise humaine. Derrière chaque création réussie se cache une compréhension des besoins du client, une sensibilité artistique et une capacité d'innovation que les machines peinent encore à reproduire. Par exemple, quand vous réalisez une affiche, est-ce que vous pouvez définir déjà la dimension de ce que vous voulez réaliser à l'IA? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Avec les couleurs que j'ai mises, avec les images que j'ai eu à mettre en filigrane dedans et avec les lumières que j'ai créées moi-même, je ne peux pas demander à l'IA de me créer un truc comme ça et pouvoir me faire. Selon les acteurs, l'intelligence artificielle représente certes un défi pour la profession, mais elle doit surtout être perçue comme un outil complémentaire permettant d'améliorer la productivité et d'explorer de nouvelles possibilités créatives.
moi, je vis uniquement du graphisme design. Je n'ai pas d'autre métier et je ne me plais pas de mon métier. Ça, je vous l'avoue, je ne me plais pas de mon métier. Au contraire, c'est l'IA qui finira par disparaître. Parce que c'est ce que tu as créé, que toi-même, là, tu pourras expliquer à ton client. Le chemin que prend l'IA aujourd'hui est un danger pour l'humain. Un danger pour l'humain. Et il faut pouvoir arrêter. Parce que si on n'arrête pas, tout le monde va cesser de travailler. Pour eux, l'avenir du graphisme ne réside pas dans l'opposition à la technologie, mais dans la capacité à l'utiliser intelligemment au service de l'innovation et de la création. En bref et en image à présent, le président de la République Romuald Wadani a effectué une visite de travail à Bruxelles ce mercredi 24 juin 2026. À son arrivée, le chef de l'État a rencontré les principaux responsables de l'Union européenne et a échangé avec eux sur la consolidation des relations entre l'UE et son pays, le Bénin. Ces échanges ont notamment eu lieu avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les discussions ont porté sur le renforcement du dialogue politique et le développement d'un partenariat stratégique adapté aux nouveaux enjeux de développement. Dans un tout autre registre, retour à Cotonou pour parler du téléenseignement qui sera opérationnel dès la rentrée académique 2026-2027 au Bénin, sous la présidence du directeur général de l'Agence béninoise pour le téléenseignement. Les cadres techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en charge de la formation technique concernés ont procédé à l'examen et à la correction des tests devant régir le téléenseignement, l'enseignement et la formation à distance en République du Bénin. La séance s'est déroulée hier mercredi dans la salle de conférence du ministère. Vigile à Rodéon pour les détails. Cette séance, organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en charge de la formation technique, est présidée par le directeur général de l'Agence béninoise pour le téléenseignement. Elle vient finaliser plusieurs jours de travaux destinés à mettre en place le cadre juridique pour ce qui est de la mise en œuvre de la politique du téléenseignement en République du Bénin. Les décrets ont été pris par rapport à la formation à distance, la formation hybride, le téléenseignement. Mais nous avons besoin de drafter un certain nombre d'actes permettant l'application réelle de ces décrets. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Une fois finalisés, ces drafts pourront rentrer dans le circuit du Conseil national de l'éducation, les différents ministères concernés, pour leur prise en main définitive, et cela va constituer le cadrage juridique final dans lequel nous pouvons avancer sereinement. La politique gouvernementale relative au téléenseignement procède d'une vision, celle de déployer la formation et l'enseignement à distance dans toutes les contrées du Bénin en se servant du numérique pour moderniser le système éducatif et améliorer l'équité d'accès à travers, entre autres, une gestion rationnelle de la ressource humaine enseignante. Créée par décret en Conseil des ministres, l'Agence béninoise pour le téléenseignement est chargée d'opérationnaliser cette vision. Les dispositifs techniques étant déjà en place, le lancement pilote se fera dès la prochaine rentrée académique. Le déploiement sera ensuite progressif en ce qui concerne les deux autres niveaux d'enseignement, à savoir l'enseignement secondaire et la formation professionnelle et l'enseignement maternel et primaire. Dans l'actualité également, la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'est ouverte ce jeudi 25 juin à la faculté des sciences de la santé à Cotonou. Le rendez-vous a mobilisé autour des organisateurs, d'éminents chercheurs, experts, décideurs, collectivités locales et acteurs de la gouvernance. Au cœur de ces échanges de 2 jours, le foncier, ville intelligente et développement durable. Voici le résumé de la cérémonie de lancement avec Ingrid Day et Candide Ouhinto. Foncier, ville intelligente et développement durable. Tel est le thème central de la 4e édition de la conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication. À travers cette initiative, la Commission permanente des sciences fondamentales, ingénierie et innovation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin accompagne le gouvernement dans ses réformes foncières. Le thème illustre parfaitement
notre ambition, mettre la science et l'innovation au service des grands défis de notre temps, en particulier celui de l'urbanisme et de la gestion durable de nos territoires. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 4 milliards de personnes vivent aujourd'hui en zone urbaine, soit plus de la moitié de la population mondiale. Ce chiffre devrait atteindre 5 milliards d'ici 2030 et près de 70% d'ici 2050. Face à cette croissance démographique rapide, la mise en place d'infrastructures solides et intégrées devient un impératif. Dans ce contexte, l'intégration des technologies de l'information et de la communication apparaît comme un levier essentiel pour optimiser la gestion urbaine, renforcer la résilience des infrastructures et accompagner la transition vers des villes intelligentes et durables. Pendant 2 jours, chercheurs, décideurs, collectivités locales et acteurs de la gouvernance vont échanger sur les avancées de la gestion numérique des villes et des terres. Les débats vont s'articuler autour de 4 différents axes, notamment la sécurisation de la gestion foncière, la transparence et l'inclusion grâce à la digitalisation des registres fonciers. Dans l'arrondissement de Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'heure est aux vérifications foncières. Depuis le 11 juin dernier, l'enquête Komodo-Inkomodo a démarré pour permettre aux propriétaires et présumés propriétaires de parcelles de faire valoir leurs observations avant la publication des données collectées, une étape décisive dans le processus de lotissement et de sécurisation du foncier dans la commune. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat et voici son reportage. Depuis le 17 juillet, les bureaux de l'arrondissement de Wedo connaissent une affluence particulière. De nombreux citoyens présumés propriétaires comme propriétaires confirmés de parcelles se mobilisent activement pour participer à l'enquête Komodo et Inkomodo. Une procédure administrative qui permet aux présumés propriétaires et propriétaires de parcelles de constituer les informations recueillies lors des travaux d'état des lieux, d'y apporter des observations et d'assurer leur conformité avant leur publication. J'ai remarqué qu'il y a une erreur au niveau du nom. J'ai demandé à être corrigé. J'ai observé aussi qu'au niveau de la superficie, qui est sur mon relevé d'état de lieu, n'est pas conforme. J'ai demandé à ce que cela soit corrigé, ainsi que la prise en compte de mon bâtiment. Les acteurs qui sont au cœur de ces opérations accueillent bien le public. À l'intérieur, je suis allé voir un agent avec mon numéro d'état de lieu. Je les ai donné le numéro d'état de lieu. Ils ont vérifié dans le registre. Après vérification, ils m'ont fait sortir mon nom, mon prénom et mon numéro d'état de lieu. Cette enquête publique représente la toute dernière ligne droite avant la clôture définitive des opérations d'état des lieux, une composante indispensable de la phase de lotissement. Pendant cette période stricte de 30 jours, les populations des zones concernées sont invitées à faire preuve de vigilance en venant vérifier minutieusement leurs données foncières. D'accord. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ont des domaines ou qui ont des parcelles qui sont situées dans ces 22 zones dont vous parlez? C'est un peu difficile parce que on a juste 30 jours ouvrés pour cette opération. Mais ils ont la possibilité de se faire représenter par des citoyens à qui ils ont fait confiance et pour leur sécurité, pour éviter que des individus mal intentionnés puissent profiter de cette opération. Et il serait important que ces gens-là puissent envoyer des procurations pour nous rassurer que cette demande est en train d'être faite par eux-mêmes. 2 autres arrondissements, Togba et Hevier de la commune d'Abomey-Calavi, sont également concernés par cette enquête. L'objectif final est de sécuriser le patrimoine foncier et renforcer la sécurité domaniale dans l'ensemble de la commune. Et puis, la campagne nationale de dépistage gratuit de la drépanocytose lancée depuis lundi dernier se déroule dans tous les 12 départements du Bénin et ce pour une semaine. Cette opération initiée par le ministère de la Santé a pour objectif de permettre aux citoyens de connaître leur électrophorèse de l'hémoglobine afin d'opérer de bons choix en ce qui concerne leur conjoint
ce pour réduire également les cas de la maladie. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat de cette campagne à l'hôpital de zone de Ménotin à Cotonou. Voici le reportage. C'est une file interminable de personnes qui s'observent devant ce laboratoire d'analyse biomédicale de l'hôpital de zone de Ménotin. Il s'agit des jeunes de 15 à 35 ans et des enfants malades de 0 à 5 ans en attente de se faire dépister. Une affluence rendue possible grâce à la campagne nationale de dépistage gratuit de la drépanocytose lancée par le ministère de la Santé en ce mois dédié à la sensibilisation contre la maladie. Je suis venu ici pour le dépistage concernant la drépanocytose. Tout a été dans la discipline et j'invite massivement la population à passer pour faire le dépistage. Parce que dans le futur, compte tenu de nos progénitures, certains enfants de nos parents viennent au monde avec des allèles mutés, ce qui cause la drépanocytose. Ça se passe très bien, très bien. C'est un test rapide de drépanocytose et c'est très efficace, vraiment efficace. Un peu plus loin, dans le service gynécologique du centre de santé, le même constat s'observe. Un nombre important de femmes enceintes s'y pressent pour connaître leur électrophorèse de l'hémoglobine. Le dépistage actuel permet de prévenir des drépanocytoses qui vont venir dans le futur. Ça nous permet déjà de trier, de savoir qui est drépanocytaire et qui n'est pas drépanocytaire. Si pendant le dépistage, on découvre des gens qui sont drépanocytaires, on les oriente dans le centre spécifique pour une meilleure prise en charge. La force de cette campagne réside dans sa rapidité d'exécution. 10 minutes suffisent pour que les résultats de l'examen soient disponibles. Cette prouesse logistique, saluée par les bénéficiaires et le premier responsable de ce centre hospitalier, est le fruit des dispositions prises par les autorités sanitaires pour assurer la fluidité des opérations. Ces agents ont été formés. Le matériel pour lancer le dépistage a été mis à notre disposition à temps, ce qui nous a permis de procéder à une bonne organisation pour que cela commence le premier jour, à la première heure. Tous les éléments qu'il faut, les réactifs, les registres, les supports ont été mis à notre disposition. Et c'est ainsi que cela a commencé et cela se passe très bien. Lancée le lundi 22 juin 2026, cette campagne de dépistage gratuit bat actuellement son plein à travers les 12 départements du Bénin. Elle prendra fin le vendredi 26 juin. On va finir ce journal avec une interrogation. Que fait exactement le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPADD au sein des forces armées béninoises? Beaucoup de Béninois l'ignorent et se posent la question. Et c'est d'ailleurs pour apporter quelques éléments de réponse aux téléspectateurs que Ulrich Gaba a collecté des informations qu'il récapitule ici dans ce reportage. Ensemble, allons à la découverte de ce centre. Redonner la vie là où la guerre a laissé la mort en sursis, c'est le défi quotidien du CPADD, le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution. Plus qu'un centre d'entraînement, ce fleuron des forces armées béninoises basé à Ouida est devenu en 20 ans la référence absolue du déminage sur le continent. Fruit de la coopération entre la France et le Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, relatif notamment à l'assistance et à la coopération internationale, il a officiellement ouvert ses portes le 25 avril 2003. Militaires, policiers, bref, l'élite de plusieurs nations s'active ici à apprendre l'art de l'extrême, nettoyer les sols des restes de guerre, sécuriser les poudrières et surtout dompter la pire des menaces asymétriques, à savoir les engins explosifs improvisés. Avec la lutte contre le terrorisme, nous savons tous aujourd'hui que nous ne sommes pas dans le cadre d'opérations militaires classiques. Nous faisons plutôt face à des opérations asymétriques, voire des tactiques de guérilla, avec un ennemi qui ne semble respecter aucune règle de combat et qui est surtout prêt à tout pour assouvir ses sordides envies. D'où l'apparition des engins explosifs improvisés, EI en français et IOD en anglais.
C'est surtout cette menace qui propulse aujourd'hui le CPADD au devant des scènes de théâtre orchestrées par la poussée du terrorisme dans le Sahel et aux frontières du golfe de Guinée. Cette menace diffuse entrave la mobilité des unités engagées et impacte négativement le moral de la troupe à chaque explosion. C'est dans ce contexte que les sapeurs du 1er bataillon du génie sont fortement sollicités car leur corps est le seul disposant de compétences nécessaires pour lutter contre les engins explosifs. Le CPADD n'est donc pas seulement une école de l'après-guerre. C'est un bouclier stratégique en première ligne, crucial pour protéger les troupes face aux pièges invisibles qui endeuillent le Sahel et nos frontières. En abritant cette école d'excellence, le Bénin fait plus que prêter ses terres. Il exporte de la sécurité et s'impose comme le carrefour incontournable de la paix en Afrique. Merci à Ulrich Gaba pour ce reportage. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. À 20h, retrouvez Wahab Ali Para dans l'info continue. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin et à demain.